Comme disait Toré, être cinéphile, c'est pas connaître l'histoire ou les détails de tel réalisateur ou de tel film, mais c'est regarder un film et se dire là, il se passe quelque chose. On n'est pas des critiques ni des universitaires, mais aujourd'hui, on va voir s'il se passe quelque chose. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Koto, de plonger dans le noir. Tu vois, Ça y est, va ça vient. ouais. Radio Koto 97.7, 104.5 ou www.radiokoto.com. Aujourd'hui, c'est Julien qui nous accueille à nouveau dans son jardin, non, dans son salon. Salut, C'est Julien. ça, salutations. Merci de nous accueillir. Mon jardin intérieur. Oui, dans cette nouvelle émission Versus, dans laquelle on va d'abord parler de In the Lost Lands. T'as vu, je me suis pas trompé. Très bien. J'avais dit que j'allais me tromper, que j'allais dire In the Badlands, mais non, c'est The Lost Lands. Et on va faire le versus entre le Evil Dead de 2013 et La cabane dans les bois. La cabane dans les bois. Mais avant tout, évidemment, le journal local. Il va pas se passer grand-chose ce week-end. Ce soir, beaucoup de films. Demain, très très peu. Mais on va commencer par demain à Boulogne-sur-Gesse, au Ciné Lumière. Donc à 18h, vous avez Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, un film franco-canadien sur l'amour d'une mère pour son fils. J'allais dire pour Sylvie Vartan, mais non, pour son fils. Non, c'est le fils qui est fan de Sylvie Vartan, Ouais. c'est ça. Avec c'est Jonathan Cohen qui est dedans, c'est pas ça? Je ne saurais te dire. Ah. Il me semble que j'ai vu la bande-annonce. Ok, ça avait l'air cool. J'aime bien Jonathan Cohen, mais après, à voir ce que ça peut donner dans ce genre de film. Ouais, c'est un peu plus dramatique, ouais. Moins humoriste que ce qu'il a l'habitude de nous montrer. Sinon, ce soir, aujourd'hui, 18h, vous avez Minecraft à nouveau à Gimont, qu'on ne présente plus. 20h15, par contre, vous avez Aimons-nous vivants avec Valérie Mercier et Gérard Darmon. Une histoire d'amitié entre Darmon, qui est une vieille star dépressive dans ce film, et Valérie Mercier, qui est sa fan débordante de vie absolue. C'est mignon, voilà, ça m'a pas du tout... Là, pour le coup, j'ai regardé la bande-annonce et c'est pas... Ouais, non, pas pour moi. Ouais, on n'est pas forcément la cible, mais bon, pourquoi pas. Darmon, quoi. Voilà. Et même le Mercier, je sais pas ce qu'elle est en train de devenir là en ce moment, c'est très étrange. Ce soir également, à Samatan, nous avons Rapide. Tu l'as vu ça? Non. Pas du tout. Un film français sur les voitures, là, les F1. Avec Paola Locatelli et Alban Lenoir. Donc Paola Locatelli, c'est une jeune qui veut faire ses preuves dans le milieu de la course F1, mais c'est une femme, tu comprends, donc elle a pas sa place. Oui. Et Alban Lenoir, il croit en elle. Donc la bande-annonce, c'est assez surprenant parce que tu vois, je m'attendais à ce que ce soit une copie typique de film américain du Rise. Du jeune prometteur qui perce. C'est un peu ça, mais il y a quand même une vraie touche française avec Alban Lenoir qui fait des blagues nulles et qui est un gros bidou, ce qui est un peu surprenant parce que je ne vois pas qui c'est. Tu vois pas qui c'est? Bon, bref, c'est un mec hyper fit, très, très costaud, très musclé et très. C'est le héros de Balles perdues. D'accord, ouais, ok. Je vois à peu près. Okay. Bref, voilà. Et bon, voilà. Il y a un autre film de F1 qui est en cours là, non qui se tourne avec je sais plus qui, un film américain. Sur la Formule 1, non? Je crois. C'est un truc comme ça, parce qu'il me semblait avoir vu passer ça, qui tournait même sur les vrais Grands Prix avec les vrais pilotes de F1 et tout ça. Okay. Donc, cool. Je ne sais plus le nom, mais ouais, il y avait un truc comme ça, je sais plus qui c'est qui fait ça. Ah ben on le dira dans une prochaine. Hein. Et également ce soir, 21h, à ma sub, nous avons Des jours meilleurs avec un film qui présente un groupe de femmes qui se battent contre leur alcoolisme avec Michel Larocque, Valérie Bonneton, Sabrina Ouazani et Clovis Cornillac pour les aider parce qu'évidemment il fallait un homme pour les sortir de l'alcoolisme. C'est un truc où il joue un coach sportif qui leur dit arrêtez de boire de l'alcool et faites du sport plutôt. Et pour ce faire, il les amène faire le rallye des dunes et ça tombe bien parce que des dunes, il va en être question puisqu'on va parler de In the Lost Lands. Ah mince. Alors j'ai retrouvé, tiens, juste pour compléter le film de F1 qui sort en 2025 avec Brad Pitt,
Et dedans, il y a Javier Bardem, Kerry Condon et tout ça. Et il y a notamment Lewis Hamilton, Lando Norris, Pierre Gasly. Ouais, tous les actuels. Qui c'est qui conduit? Qui? Et alors Brad Pitt est un ancien pilote qui prend un jeune sous son aile. Un peu le même principe, hein, le petit jeune prometteur. Non, je voulais la réalisation. Joseph Kosinski. Je connais pas. Moi non plus. Il a fait quoi, lui? Il a fait Tron l'héritage, Oblivion et Top Gun Maverick. Ok. Ah oui, donc un habitué du gros spectacle. Ouais. D'accord. J'avais bien aimé Oblivion. Et donc je disais le rallye des dunes, donc dans le désert. On va en parler dans 1 minute, mais d'abord la petite pause musicale nécessaire. Si vous avez du temps et l'estomac bien accroché, j'ai une histoire pour vous. Le monde que vous connaissez a disparu, consumé par une terrible guerre il y a fort longtemps. Il ne reste plus que les contrées perdues. Je cherche un guide pour aller dans les contrées perdues. Pourquoi veux-tu t'y rendre? Je suis à la recherche d'un immense trésor, d'une puissance infinie. Des amis à toi? Je n'ai pas beaucoup d'amis. Moi non plus. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown sinistre plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. De l'autre côté voilà qu'un toujours aussi lunatique, son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdicts. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Les gens disent que les poètes finissent tous trafiquants d'armes. On est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Sur une lune de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombant de nulle part, y'a Robinson solitaire qui m'a dit je trouve plus mon île. Vous n'auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Les yeux bandés. Hier un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit t'as tenu combien de jours? J'ai répondu bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille: les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert.
Et donc, on vient d'écouter Canter dans le désert de Jean-Patrick Capdeville. Et du désert, il va en être question avec In the Lost Lands, le nouveau film de Paul W.S. Anderson, avec évidemment son épouse Mila Jovovich et Dave Bautista en tête d'affiche. J'ai pas fait mes notes habituelles parce que c'est quand même du Paul W.S. Anderson, donc c'est très facile. Au menu de ce joyeux bordel, de l'action, du ralenti, de la suresthétisation, du surjeu de Mila Jovovich et du sous-jeu de Mila Jovovich également. Et peu de couleurs. Elle s'est surjouée, alors parce que je l'ai trouvé très... Il y a des moments où quand même tu te dis elle a un sursaut, elle a pris un tiraillé en trop. Et voilà, et c'était un film, ma foi, j'avais annoncé que j'allais aller le voir, donc je suis allé le voir au cinéma. On était quand même 7 dans la salle, ce qui est à peu près 6 de plus que je pensais. Ce qui est quand même triste. 10 fois moins que ce que j'aurais espéré, mais 6 de plus que ce que je pensais. Et je dois avouer que je ne vais pas bouder mon plaisir. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. J'ai pas passé un mauvais moment. Hein. Voilà, ça se regarde. Mais c'est pas bon. Non. Voilà, c'est un film qui est quand même... c'est une grosse série B. Mauvais dans l'ensemble. C'est un film du dimanche soir, du dimanche après-midi. Oh, ouais, non, le dimache après-midi. Mercredi après-midi. C'est un film que tu peux te mettre quand tu sais pas quoi regarder d'autre, en fait, que tu as envie de poser ton cerveau et puis... faut surtout pas réfléchir. Hein. Ah non, de toute façon, il te le permet pas. Hein. Non. Alors, sous couvert de thèmes religieux, parce que en même temps, quelque part dans l'Amérique actuelle, c'est peut-être de bon ton de mettre les religieux comme les méchants. Non, il y a les garants de la vraie foi, la mauvaise foi. Mila Jovovich joue une sorcière. Alors, ça se passe dans un futur post-apo. J'ai oublié de le mentionner, excuse-moi. Donc, on a Mila Jovovich qui joue une sorcière qui est capable de je sais pas très bien quoi, de donner des illusions. Ouais, elle est capable de faire des choses en regardant les gens, elle leur fait croire des choses, elle est capable d'avoir des visions, elle est capable de se tataner. Ouais, c'est vrai. Oui, elle fait la bagarre. Voilà, elle fait la bagarre. Voilà, donc on sait qu'elle a plein d'années. Elle est vieille. Qu'elle soit immortelle, ouais, plus ou moins. Bah ouais, puisqu'au début on voit une petite vieille qui lui dit « Je te connaissais déjà quand j'étais petite ». Donc on peut supposer qu'elle est quand même très vieille. Ouais. Et donc Mila Jovovich est une personne que l'on peut aller voir à tout instant de sa vie pour lui dire « Je voudrais que tu m'obtiennes ceci ». Et en fait, quel que soit notre vœu, notre désir, qu'il soit matériel ou immatériel, elle fait tout pour nous l'obtenir moyennant un certain prix. Et là, il y a quelqu'un qui vient la voir et qui lui demande, je sais plus quoi, la peau... non, de devenir une femme loup-garou. C'est ça, elle veut devenir une métamorphe. Ah oui, une métamorphe. Et un loup, en se basant sur le loup. Ouais, voilà. Et il existe donc dans cet univers des personnes capables de se transformer en loup, en monstre, en bête démoniaque. Et donc, Mila Jovovich va faire équipe avec Dave Bautista, qui est un espèce de mercenaire ultra connu et reconnu dans les contrées, dans les Badlands, dans les Lost Lands. Ah, décidément. Je regarde trop Mad Max. Ouais. Et il y a un petit côté Mad Max là-dedans. Complètement un côté Mad Max. Et il lui dit, elle lui demande de l'accompagner pour l'aider à trouver le loup. Est-ce qu'ils vont trouver le loup ? Est-ce qu'elle va voir le loup ? On ne le sait pas. Et celle qui a vu le loup, elle a mal fini. Ouais, voilà. Et voilà. Et donc, je disais vraiment très petit film de série B. J'ai vu une critique. Alors, il faut savoir que le film a été entièrement tourné en Pologne. Je crois que c'était en Pologne. Et non seulement tourné en Pologne, mais les effets spéciaux aussi sont polonais. C'est-à-dire que ce sont des équipes polonaises. En gros, à part la réalisation, les capitaux et les scénaristes, c'est presque un film polonais, quoi. Il y a juste les acteurs qui sont américains, pas tous d'ailleurs, et voilà, et l'équipe créative. Tout le reste est un film polonais. Et j'ai quand même trouvé... Alors, il y a un gros problème de colorimétrie. Hein. Le film est
noir, blanc, doré. Ouais, mais je pense qu'après, ça, c'est un choix artistique. Alors après, on l'aime, on n'aime pas, on le Artistique, entre critique, on le guillemets. crête. Je Voilà. sais que t'aimes bien Snyder, moi je déteste Snyder. Alors moi, J'ai l'impression- j'adore Snyder. Ouais. Pour en revenir, je l'avais noté, tu vois, je m'étais mis un truc en fait que effectivement, ça fait par certains moments beaucoup penser à Snyder, notamment quand ils sont sur ces espèces de trucs très sombres, les crânes au sol. C'est un côté très 300, très Sucker Punch un peu, qui sont des films que moi j'aime beaucoup. Mais parce qu'il y a un équilibre par derrière qu'il n'y a pas là. Non. Là, c'est trop, en fait. On tombe dans le too much. Ah ouais, les lumières sont insupportables. Il y a trop de choses qui veulent être faites, il y a trop d'effets qui veulent être mis en avant, et ça fait pas mouche. Là où un Snyder ferait mouche, pour moi, après, si on n'aime pas Snyder, on n'aime pas Snyder, personne n'est parfait. Mais Non, mais il y a eu une époque, mais là, Voilà. récemment, je suis désolé, mais... bon. ah non, mais il est tombé bas. Voilà. Mais voilà, donc c'est vraiment un tout petit film visuellement. Et je suis tombé sur un retour de Mad Movies qui disait quelque chose que sur lequel j'avais pas réussi à mettre le doigt, mais que j'avais en sentiment, et donc je les remercie. Il disait que ça fait penser au dernier film de la saga Underworld, le 4 et le 5, qui sont des films tournés dans un seul hangar, dans lequel on bouge un peu les décors pour faire croire que c'est pas le même lieu, et beaucoup de fonds verts, et ils ont pas d'argent. Mais j'ai quand même la sensation que le cœur est au bon endroit. C'est-à-dire que j'ai pas la sensation que... Non, t'es pas trop d'accord. Ah, si. Après, le film en soi, il se tient, il se regarde. Voilà, il est pas... J'ai pas eu un sentiment de cynisme de la part de Paul W.S. Anderson. Alors c'est sûr qu'il a plus du tout la même patate, la même énergie qu'il a pu nous avoir dans les Resident Evil ou dans... moi, c'est un mec avec qui j'ai du mal quand même. Monster. Ah, c'est vrai ? J'adore ce mec. En fait, en soi, les films se regarderaient, mais en tant que joueur, Ah oui, c'est tu vois, vrai, Resident c'est vrai, Evil, on pour avait moi, parlé tu de peux ça. pas en faire Oui. ça. Monster Hunter, tu peux pas en faire ça. C'est pas possible. Voilà, tu prends une licence, tu fais, le nom, il est cool, il y a des gens qui vont acheter, mais je fais pas ça. Voilà. Mortal Kombat aussi, c'était problématique. Mais moi, c'est vrai que... Alors, moi, pour le coup, j'arrive vraiment à décorréler ça, à séparer une œuvre de l'autre. Oui. Mais quelque part, tu vois, tu as vu Resident Evil Raccoon City ? Oui, qui veut se trouver proche et qui est mauvais, qui est Terriblement extrêmement mauvais. pourtant, qui est extrêmement respectueux de Non. l'œuvre originale. Bah, Très respectueux. Ouais, oui et non, mais qui veut se donner respectueux, mais qui part dans l'irrespect par moment vraiment flagrant, quoi. Enfin, moi, le Léon victime de Resident Evil Raccoon City, c'est mort. Bizarre, hein ? C'est pas possible. Ouais, mais bon, bref, c'était un choix. Mais bref, voilà. Donc moi, je suis très client de Paul Anderson. Et du coup, j'avais peur, en fait, quand j'ai vu les premières images de ce film. Bon, j'avais dit que je voulais aller le voir parce que je suis fan du type. J'avais senti déjà une grosse baisse d'énergie avec Monster Hunter. Monster. Non, comment ça s'appelle ? Monster Hunter. Monster Hunter. Et je m'étais dit, là, quand même, ça craint un peu du boudin. La bande-annonce, ça se voyait qu'il n'y avait pas de décor, que tout était tourné dans un fond vert général, et que Dave Bautista, il est jamais... Il est égal à lui-même après. Il est jamais mauvais. Il est jamais... Ce sera jamais... Je pense qu'il est... Il aura pas d'Oscar. Hein. Jamais de toute sa carrière. Mais par contre, si on veut un truc solide sur quoi se poser, on prend un Bautista. Mais Jovovich est complètement à côté de la plaque. Mais depuis quand elle est pas à côté de la plaque, en fait ? Moi, c'est ça la question. Tu vois. Le premier Resident Evil, elle y croit, son personnage allié. Non ? Cinquième élément aussi. on y Cinquième croit. élément, voilà. il y était aussi. Cinquième élément, Jeanne d'Arc, pourquoi pas, tu vois. Mais depuis Jeanne d'Arc, elle y était aussi grave, un peu trop. Mais depuis qu'elle tourne en fait avec son mari, t'as l'impression qu'il lui demande toujours en fait d'être la même personne. Ouais. Et c'est le premier truc qui m'a marqué en fait dans le film, c'est que elle s'appelle Alice. Il l'a appelée comme dans Resident Evil, quoi. Ouais. J'ai pas lu, c'est tiré d'une nouvelle de George R. Martin. Donc, est-ce que le personnage de base s'appelle Alice aussi ? J'en ai aucune idée, mais enfin, je veux dire, voilà, j'ai l'impression d'avoir la même. En fait, ils ont pris Resident Evil, c'est Resident Evil, mais avec des cheveux 300 ans plus tard, quoi. Ouais, voilà, elle a les cheveux blancs et un tatouage au visage. Que l'autre était blonde. Ouais, l'autre, elle était châtaigne, elle était change de couleur. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et t'as l'impression qu'elle s'est
qu'il n'y a pas de jeu, en fait. Pour moi, ça me fait penser à un Steven Seagal au féminin. T'es la personne mono-expressive. J'arrive pas à lui faire à ressentir par moment qu'elle éprouve de l'empathie, qu'elle éprouve de la joie, qu'elle éprouve de la tristesse, qu'elle éprouve de la colère. Des fois, elle fait les gros yeux, mais ça marche pas, quoi. Ouais, c'est triste. C'est dommage. Mais je l'apprécie toujours. Oui, non, mais après, ça, voilà, ça peut s'apprécier. Attention, hein, je ne critique pas le fait qu'on puisse l'apprécier. J'ai pas passé, comme je l'ai dit, un mauvais moment. Mais ouais, je trouve que Mila Jovovich, depuis un moment, elle s'est enterrée, en fait, dans ce style-là. Oui. Alors qu'elle savait faire d'autres choses. En même temps, très probable qu'elle n'ait plus de proposition de contrat. Et très probable qu'elle, pour le coup, il y a une forme de cynisme dans ce qu'elle fait. Je sais pas si elle y croit, en effet, ouais. Bref, peu de choses, mais moi j'ai quand même hâte d'une ressortie Blu-ray pour me le revoir et pour passer une petite soirée peinard. Oui, non, mais après, voilà, ça se regarde, ça pioche dans plein de styles, voilà, ça fait du western, ça fait du Il y a une Mad scène Max. sympa avec il y a une espèce de tramway-bus qui est accroché entre deux immeubles et qui est tiré par des gros câbles d'acier. Mm. Ils sont dans ce tramway, ils se font attaquer de toutes parts. C'est pas un tramway, mais je sais pas comment. C'est un bus, téléphérique. non, c'est les bus à l'américaine, mais qu'ils ont transformé en téléphérique en mettant un truc par-dessus. C'était rigolo. Il y a la surprise finale quand même. C'est pas vraiment une surprise, mais je sais pas comment expliquer. Quand Le je twist vois le final. film, non, ce twist. Enfin, je pense que tu l'avais vu. Le twist, on le voit venir depuis un moment. Et tu te demandes même, je te relaisse la parole juste après, mais tu te demandes même comment la personne qui est allée voir Grey Alice pour lui demander le service, l'impératrice, voilà. Ouais. Comment elle a été con. Comment elle était stupide à ce point, en fait. Mais tu sais, la cupidité. Mais c'est même pas la cupidité, parce qu'on sait pourquoi elle veut faire ça. Ouais, mais c'est très étrange. C'est une espèce de plan dans le plan. Mais ça, tu vois, c'est des résurgences de l'écriture de Georges Martin, je pense. Sauf que probable que dans le livre, ça soit logique. Et que, ou qu'elle soit plus intelligente, peut-être. Anderson a dû se dire, ouais, non, mais on s'en fout, on comprend rien. Parce que là, bon, on va rentrer. Ouais, non, mais voilà. Mais en fait, elle est vraiment con. on va rentrer dans les spoils si on avance là-dessus, mais ce qu'elle demande, il y a quand même 90% de chances que ça foire. Entraîner ce qui arrive à la fin et qu'elle ne voulait pas. Oui. C'est, voilà. Si un jour vous voulez faire un plan, ne l'appelez pas. Mais tu vois, il y a peut-être. Alors là, je vais encore faire mon marxiste à 2 balles, mais il y a peut-être un côté où je me demande si Anderson. On sait que cette impératrice en fait est une prolo. C'est-à-dire que c'est quelqu'un du peuple qui s'est retrouvé là parce que marié au bon gars au bon moment et qui veut prendre le pouvoir. Et je me demande s'il n'y a pas un propos du genre les prolos, ça sera toujours des crétins et ils feront tout ce qu'ils voudront pour garder. T'es pas d'accord? Je pense que ça va chercher aussi loin que ça. Est-ce que c'est si intelligent que ça? Je ne sais pas. Ouais, pour moi, ça va chercher moins loin que ça. Involontairement dans l'esprit de droite. Non, pour moi, c'est juste stupide. Ok. Voilà, c'est juste que elle est bête. Ouais. Elle est bête, voilà, c'est tout. Je pense que ça s'arrête là, en fait. Parle plus fort. Ouais, je trouve que elle est peut-être juste Okay. bête. Pour moi, on est sur ça. Elle a fait un plan foireux, voilà. Bon, ça marche, ça me va. De toute façon, je vais pas trop réfléchir et je pense qu'on va pas trop réfléchir. Il faut pas. Sur In the Lost Lands. Et alors pourquoi l'avoir appelé In the Lost Lands et pas In the Badlands? Par contre, il y a des zombies, il y a des... c'est pas vraiment des zombies, il y a des fanatiques religieux avec le crâne rasé qui court dans tous les sens, il y a des loups-garous, il y a des oiseaux géants, pas géants mais très gros, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une locomotive qui va partout, même là où il n'y a pas de rail. Ouais, c'est le transpersonnage. Ouais, le train va partout. Et genre la scène du bus. Oui. Comment le train est arrivé là? Il y a les rails juste avant. Ah non, attends. Ils rentrent dans la pièce. Et en plus, comment ils ont fait pour pas l'entendre alors qu'ils étaient juste dans la pièce à côté? Il y a plein de trucs comme ça. On amène les scènes d'action parce qu'on les amène et puis c'est tout. Ils avaient toujours. Ah oui, ils avaient toujours Non, le train à ce moment-là. Oui. Enfin bon, bref, c'est assez rigolo. Oui, il faut pas. Je pense qu'il faut pas chercher à le mais c'est comprendre. chouette, C'est nos brains. Ouais, voilà.
Et je pense qu'il faut rester dans le no-brain parce que si tu essaies de réfléchir comme j'ai fait, tu te dis. Et en parlant de no-brain, est-ce qu'on considère qu'il faut du no-brain pour notre versus de la journée? Un petit peu quand même de brain. Alors, un petit peu sur un film et beaucoup moins sur l'autre. Je pense. Ok, bon, voilà pour notre avis sur In the Lost Lands. On va enchaîner avec le versus du jour qui sera consacré à La cabane dans les bois versus Evil Dead 2013. C'est ça, tout à fait, 2013. Et d'abord, petite pause musicale. Sans déconner, on pourrait pas... Non, continue. Pourquoi? Je veux savoir la fin. J'ai découvert de quelle façon sauver ma famille en lisant les livres anciens. Le bras avec lequel j'écris est gravement mutilé, alors j'espère que tout ceci est lisible, afin qu'un croyant vienne et lise ses écrits à nos esprits. Alors nous pourrons renaître et la grande souffrance sera de retour. Ensuite, il y a un truc marqué en latin. Bon, je recommande grandement de ne pas insister et surtout de ne pas lire le latin. Qu'est-ce que c'était? De l'or... Non, 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 non. Tu veux bien arrêter de faire le bébé? Kurt! C'est un journal Calmez-vous. intime. Ça se trouve, ça veut rien dire. Dana, Dolor, supervivo caro. Dolor, sublimis caro. Dolor, ignio anivos. Nous avons un gagnant. Ce sont les Buckner, mesdames et messieurs. Les Buckner marquent un point. Alors, ça veut dire...
Et donc, on vient d'écouter Evil Dead par le groupe Death. C'était du death metal, hardcore. Non, death metal. Et on va parler, en parlant de Evil Dead, de Evil Dead de Fede Alvarez 2013, et le comparer à La cabane dans les bois de Drew Goddard. 2011. Je n'ai jamais entendu parler. 2011. Eh bien, en fait, Drew Goddard, moi je connaissais pas. Et en fait, en regardant un petit peu, il a bossé sur Buffy, il a bossé sur Lost, il a bossé sur Alias, sur Cloverfield. Ouais, mais ça, c'est un mec de la bande à Abrams. Et voilà. Mais de toute façon, La cabane dans les bois, c'est surtout pour le scénario dont j'ai oublié le nom également. Comment il s'appelle ? Je sais plus. Le mec de Buffy, justement. Ah, c'est pas J.J. Abrams. Non. Buffy, c'est qui ? Ah, zut. Donc, mais de toute façon, moi, je voulais juste commencer à parler de Evil Dead de Fede Alvarez, que j'ai découvert pour l'occasion, parce que Fede Alvarez, que je ne connaissais pas vraiment, quand j'ai appris que c'était lui qui réalisait le nouvel Alien Romulus, je m'y suis intéressé assez simplement. Donc j'avais vu juste le film avec l'aveugle, Don Bress. Oui, tout à fait. Don Bress. Don Bress, c'est ça. C'est ça, c'est Sans un bruit. Je sais plus. Bon, bref, oui. Non, Don pas Bress. Sans un bruit. Non, Don Bress, ouais. Don Bress, que j'ai vraiment pas mal apprécié. Alors bon, c'est un film, c'est un teen movie comme Evil Dead et comme Romulus, Alien Romulus, mais que j'avais trouvé assez sympathique, ma foi. Et après avoir vu Don Bress, je suis allé voir Alien Romulus, et là, à nouveau, j'ai trouvé ça sympathique, pas incroyable, de toute façon, comme tous les remakes de Disney, des films de la Fox, pas foufou, mais quand même sympathique. Et je m'étais dit que je regarderais le Evil Dead. Et donc là, c'était un peu l'occasion. Pourquoi tu nous as proposé ce versus ? Parce que le pitch, en fait, se ressemble. On a deux groupes de jeunes qui partent pour une raison plus ou moins bonne, en week-end, dans une maison, dans les bois. Enfin, dans une maison en bois, dans les bois. Et qui trouvent un objet sur lequel ils n'auraient pas forcément dû tomber, qui s'en servent alors qu'ils n'auraient pas forcément dû s'en servir, et qui va entraîner des choses pas cool pour eux. Voilà. Mais c'est un pitch assez classique, voilà. Hein. Mais comme quoi, un pitch peut partir sur des choses complètement différentes de l'une à l'autre. Oui. Voilà, parce que c'est sur deux films qui sont sortis à 2 ans d'intervalle. Donc on est sur la même période. On aurait pu comparer peut-être avec le Evil Dead, le premier de 82 ou 83, je sais plus quand il est sorti. Mais on n'est plus sur la même période, on n'est pas sur les mêmes moyens, la même intention non plus. Donc je trouvais que comparer deux qui étaient plus récents, qui sont peut-être plus d'actualité entre guillemets, était plus probant. Ouais. Et on va voir qu'en fait La cabane dans les bois se rapproche peut-être plus des vieux Evil Dead que le Evil Dead. Totalement. Alors, donc tu me l'as montré entre deux phrases. Joss Whedon. C'est Joss Whedon qui est au scénario de La cabane dans les bois, qui pour le coup est un film, je l'ai découvert là il y a quelques mois, peut-être quelques années, je sais plus, assez récemment, mais qui jouissait d'une réputation quand même de film méta, parce que oui, c'est un film très méta, hein, qui sait qu'il est en train d'être regardé par des gens, et qui a une bonne dose d'humour, et qui jouissait de cette réputation assez cool, quoi. C'était un film chouette à voir, et d'ailleurs pareil, on va pas bouder notre plaisir, c'est quand même super divertissant. Ouais, moi c'est un petit bonbon ce film. C'est pas si gore que ça. Non. Même c'est assez sage. Bon, il y a des scènes un peu gore, mais c'est plus, comme tu disais, on est sur du gore décomplexé en fait. Ouais, du gore à la Evil Dead original, un peu fun, tu vois. C'est ça, complètement. On est sur un gore humoristique en fait. Voilà, la nana qui va se faire découper en deux, qui va continuer à crier, la scène on n'y croit pas 2 secondes en fait. Ouais. C'est risible, ça nous fait penser au premier Evil Dead et les ketchup salami quoi. Voilà, on est sur cette ambiance là. L'œil dans la bouche. Moi j'aurais tellement aimé voir ça dans le remake, parce que donc le remake de 2013 prend la décision de faire un film très 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 sérieux. Ouais, il est deadly sérieux ça.
Et du coup, manque de cet effet gore fun qu'on pourrait avoir même dans d'autres films sérieux. J'ai pas d'exemple là qui me revient en tête immédiatement, mais quelque part. Le premier Massacre à la tronçonneuse avait ce côté où tu dis ah non quand même oh là là non il va pas faire ça et tu rigoles un petit peu, bon tu ris jaune oui après l'angoisse reprend le pas assez rapidement, c'était peut-être pas le bon exemple, mais là pas un seul instant je décroche du film, je me dis je ne rigole pas du film. Et je trouve que c'est un peu dommage dans ce cas-là. Bref, je sais pas. Je vois que tu avais un plan prévu. Plus ou moins, j'ai pris mes petites notes, mais c'est vrai que voilà, pour moi, alors, Fede Alvarez, j'ai trouvé que sur Alien Romulus, effectivement, il avait très bien suivi les aliens. Il avait réussi à respecter l'essence de ce qu'est un alien. Il y a apporté des choses, il y a fait des modifications, mais il y a des petits clins d'œil. Pour moi, il y en a trop. Voilà. Pour moi, il y a une overdose de clins d'œil, mais après, voilà, ça, c'est à la discrétion de chacun. Mais il a conservé l'essence de ce qui fait un alien, pour moi. Alors que là, sur Evil Dead, il n'avait pas conservé ce qui fait l'essence d'un Evil Dead. Le problème de ce film, c'est que si c'était appelé autrement, ça aurait pas choqué. On l'aurait plus apprécié, je pense, parce que là, il souffre de la comparaison. Il souffre de la comparaison, et le problème, c'est qu'il veut rentrer dans cette comparaison, parce qu'on retrouve les éléments. On retrouve le Necronomicon, on retrouve la cave, on retrouve la tronçonneuse, on retrouve une main en moins. Le pote qui meurt, revit, remeurt, revit. Ouais, c'est vrai. Il reprend les trucs, en fait, mais il les met à une sauce hyper sérieuse, hyper premier degré, et à une horreur et un gore sale. Qui voilà, il faut quand même avoir pas l'estomac accroché mais il a une violence graphique vraiment crue, mais pas jouissante. C'est ça en fait, elle met mal à l'aise cette violence graphique, ce gore graphique, là où dans les autres, puisque du coup pour avoir regardé je me suis refait le 1 et le 2 des premiers Evil Dead en même temps. J'ai tout suivi comme ça. Et en fait, il y avait des choses sales, gore, mais du gore à l'excès et décomplexé. Dès le premier. Il n'y a pas là. Il y a un côté maîtrise beaucoup trop marqué dans le film de Fede Alvarez. Dans le premier de Sam Raimi, et même dans le 2 d'ailleurs, on sent que c'est des mecs et des meufs qui sont là pour s'amuser. Alors, il y a quand même certaines scènes assez sérieuses et très très bien réalisées. Moi, la scène de viol du premier film, du premier Evil Dead, moi, elle me révulse un petit peu, elle me met vraiment mal à l'aise. Mais tout le reste du film, on sent que c'est fait de briques et de broc. Là, on met la caméra comme ça. Bon, c'est pas exactement. Bon, allez, ça passe, on continue. Mais clairement, on y va. Tu vois que c'est filmé des fois à ras du sol. Incroyable, voilà, il s'éclate. Tandis que le Fede Alvarez a une maîtrise chirurgicale. En fait, il sait exactement ce qu'il fait tout le temps. Et je trouve que c'est dommage en fait. Ça fait moins film petit budget. Mais même sans parler de petit budget, tu parles de... Il y a des démons, donc les démons ça grouille, c'est jamais au même endroit, ça bouge dans tous les sens. Il y a du sang avec des giclées de sang dans tous les sens. C'est censé aller n'importe où, n'importe quand. Le vomi, quand... bon, désolé, trigger warning, sang, vomi, viscères, etc. Le jet de vomi, il est très droit, parfait, exactement. Il rentre bien dans le cadre de la caméra, il ne dépasse pas du visage et tout. C'est trop chirurgical, je trouve, pour ce que ça raconte. C'est-à-dire, même la scène il y a une scène d'attaque entre le meilleur pote du gars et l'infirmière qui a un bout de verre, je crois, dans la main ou un... Oui, elle est en train de s'écorcher. Et on voit exactement où elle tape, on voit tout est... Avec l'aiguille. Beaucoup trop, oui, c'est ça. Dans les lunettes et tout. Et tout est, je trouve, tout est trop précis, maîtrisé. Trop propre, trop maîtrisé. Et ça manque, pour ce que ça raconte, en fait, ça manque de lâcher prise. C'est exactement le mot que je... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fun. Il maîtrise trop son film. Chose qu'il fera un peu moins dans le film qu'il fera à nous suivant, dont j'ai parlé tout à l'heure. Don't Breath, avec la même actrice d'ailleurs.
qui m'avait plu parce que justement, pour un film, pour un teen movie, il y avait ce côté où il dérapait un petit peu de temps en temps. Il perdait un peu là où il voulait aller, du coup il se ressaisissait et tout. C'était assez prenant. Que là, moi je l'ai suivi et j'étais assis. Alors, à part l'aspect gore, j'ai pas grand-chose qui m'a marqué, si ce n'est la scène finale. Parce que là, pour le coup, j'ai eu une véritable surprise avec cette attaque finale du démon qui m'a surpris. Je ne l'ai pas vu arriver. Alors, le film est assez ramassé. Il dure 1h30. Oui, comme beaucoup de films d'horreur de cette époque. Au bout d'1h15, 1h20, on a la fin. Le film est terminé. Donc on sait qu'on va avoir un climax, une dernière scène choc et tout. Et je ne m'attendais pas à ça en fait. Donc je m'attendais à quelque chose, mais pas du tout à ça. Et donc là, pour le coup, cette scène qui est d'une noirceur décapante et qui est haletante, qui est très très bien rythmée, je trouve, rattrape un peu tout ce qui s'est passé et qui fait que je suis sorti du film quand même assez enthousiaste. Alors que pendant 1h20, je n'irai pas jusqu'à dire que je me suis ennuyé, mais j'ai regardé ma montre plusieurs fois. C'est le genre de film où tu peux vite décrocher parce que t'as pas forcément le fil rouge et pas le temps en fait quoi. Tu sais ce qui va se passer, tu sais téléphoner, mais accroche. Ouais, t'as pas envie de le voir. De cette histoire de drogue, de machin, les 20 premières minutes, punaise. Ouais, c'est long, hein. Alors que tu regardes le premier, Evil Dead, l'original, ça part très très vite. Oui. Et puis voilà, il y a pas besoin. Et puis les gens sont pas charismatiques, hein. Voilà, on va pas. Voilà, le jeu d'acteur. C'est pas ouf. L'infirmière, j'aime bien. Mais de toute façon, l'héroïne, pour le coup, est vraiment très impliquée. Elle fait les grands yeux comme ça. Elle peut-être est vraiment un peu dans trop, son personnage. Je sais pas. Ouais, écoute, elle est contente d'être là. Et pourquoi ce besoin de tout expliquer, la scène pré-film, l'ouverture du film avec qui se passe justement dans le sous-sol, les flashbacks, il y en a pas énormément, mais pourquoi devoir tout expliquer comme ça? C'est dommage, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Chose que ne fait pas La Cabane dans les bois. Chose que fait pas La Cabane dans les bois, puisqu'elle est complètement décomplexée par contre. Voilà. Là, on est vraiment sur du pure teen movie, on est sur les stéréotypes de la bimbo, du sportif, du camé, de la fille coincée. Enfin, voilà, on a tous les... qui sont expliqués et qui sont en plus exprimés, bien sûr. Ouais, tout à fait. Parce que Joss Whedon écrivait bien les trucs à l'époque avant d'être... blacklisté à juste titre, pas de problème. Mais c'était assez réjouissant et pour le coup ne prend pas son public pour des idiots. Non, clairement, il les prend pas pour des idiots parce que le film a une approche idiote entre guillemets, avec des gros guillemets, attention, a une approche idiote du film d'horreur en fait. Ouais, tout à fait. Il se dit clairement, ok, les films d'horreur, vous savez comment ça se passe, bon ben voilà. Voyez, ça va se passer comme vous le savez. Ouais. Après, je dis ça, mais Evil Dead ne prend pas son public pour des idiots. Je pense pas. De fait d'allure. Si. Je pense pas qu'il les prend pour des idiots spontanément, mais le fait de trop vouloir expliquer te fait... Tu as pas confiance en ton public pour qu'il comprenne par lui-même. Ah oui. C'est plus dans ce sens-là. C'est vrai. C'est plus un manque de confiance vis-à-vis de ton public, alors que La Cabane dans les bois en soi te dit, bon... On en est où? Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes prêts? Accrochez-vous. En avant Gengang et puis c'est parti. J'adore cette phrase, en avant Gengang. Mais voilà, il fait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Ouais, c'est ça. mais ouais, il y a ce côté de la double histoire vraiment, puisque oui, le film a vraiment deux histoires entrelacées entre celles des jeunes dans leur cabane et des pseudo-scientifiques, organisations secrètes, on ne sait pas quoi, qui les sacrifient au final pour sauver le monde. Ouais. De qui, on ne sait pas trop. Ouais, t'essayes de rattraper ton spoil là. non, parce que je pense pas que ce soit vraiment un spoil, parce qu'on le voit dès le début du film. On le voit assez rapidement que voilà, les mecs disent, voilà, dès je pense le premier quart d'heure du film, on sait qu'ils sont observés. On sait qu'il y a, il y a Moscou, je crois, il y a le Japon, où il y a aussi cette organisation qui font des trucs comme ça aussi. Il n'y a pas en Australie aussi? Je sais plus. Il y a 3 ou 4. Ouais. Donc voilà, on sait que c'est pas du spoil en fait de dire ça, parce que on l'a dès le début et on sait dès le début qu'ils sont là
pour ça. Il y a même tout le côté décomplexé, ils font une loterie, ils font machin. Et ce que j'aime bien avec ce film, c'est que quand il commence, tu te dis, bon, on est vraiment dans l'ère postmoderne, c'est-à-dire le film très méta qui dit à son public, je sais que tu me regardes, regarde, je fais ci, je fais ça. Sauf qu'en fait, il amorce la période dans laquelle on est aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la post-moderne. C'est-à-dire, le film te dit, je sais que tu me regardes. Le spectateur dit, ou la spectatrice dit, je sais que je suis en train de te regarder, mais raconte-moi quand même une histoire. Et La cabane dans les bois fait ça quand même. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il oublie cet aspect méta avec les caméras partout, avec les gens qui sont en train de contrôler les clichés du film d'horreur, et il finit par y rentrer réellement, parce que le dernier quart d'heure, on a vraiment l'histoire qui se termine, qui se développe, qui se termine. Voilà. L'histoire se termine à proprement parler. Tout à fait. On a une vraie fin. Oui, là, pour le coup, il y a une vraie fin. On n'a pas... ça aurait pu encore se terminer sur quelqu'un en train de regarder son film et éteindre le truc. Ou sur le fameux monstre final qui regarde la caméra, qui fait une blague ou un truc comme ça. Non, on n'a pas ça. On a vraiment une continuité le film oublie qu'il est méta et raconte son film. Et ça annonce vraiment l'ère que l'on vit actuelle. Et pour le coup, que j'aime bien. Parce que moi, le postmoderne du film méta, ça me gave, et que tous les gros studios ont repris à toute barzingue, Disney en tête de proue, mais aussi tous les autres. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très fortement au crédit de La cabane dans les bois. Ouais, il y a vraiment ce côté-là, qui est très... second degré, méta, pas quatrième mur parce qu'ils franchissent pas, mais pas comme sur du Deadpool par exemple, où il va directement s'adresser aux téléspectateurs. Mais ouais, il y a un vrai aspect critique, un vrai aspect recul et savoir qu'on fait un film pour faire un film. Ouais. Voilà. Il y a une vraie pas critique, mais un vrai constat du film d'horreur. Dire voilà, sur quoi on va tomber, vous allez voir un film d'horreur au ciné, qu'est-ce que vous allez voir ? On va voir des zombies, on va voir un vampire, on va voir... oui, c'est vrai qu'il y a un choix aléatoire qui est posé. Ouais, c'est ça en fait, t'as l'impression que c'est un gacha en fait. Voilà, tu vas au cinéma, c'est un gacha, sur quoi tu vas tomber. Voilà. Et il se pose un peu là-dessus, et c'est vrai que c'est plutôt plaisant. La fin, moi j'ai vraiment trouvé la fin très très kiffante. Alors on va pas en dire trop parce que justement, elle est vraiment cool. Et j'étais triste, et c'est rare. Parce que là, tu vois, Evil Dead, je m'en foutais un peu. Le personnage qu'on suit tout le temps, qui se fait tuer, tous ses potes qui se sont tués. Bon, voilà. Je sais où je suis. Tandis que là, les personnages qui meurent, j'étais là. Oh non, mais c'est pas lui. J'aurais bien espéré, vu qu'on a un petit renversement, qu'il survive. Eh ben non. Flûte. Ouais, puis surtout qu'il y a du beau monde. Hein. C'était chouette. Ouais, là, on avait tous les acteurs actuels. Ouais, il y a Chris Hemsworth. Pas 20 ans, 10 ans plutôt. Ouais. 15 ans. 15, ouais. Ouais, il y a plein de... Jeune Chris Hemsworth, il est mieux maintenant quand même. Hein. Ouais, mais il était bien dans le rôle, j'aime bien moi. Et puis son rôle est cool. C'est un des rares acteurs très beau gosse qui soit réellement acteur actuellement, je pense. Faux. Mais qu'est-ce qu'un beau gosse ? Ouais. Ah oui, voilà. Malheureusement, c'est de la radio, donc on ne nous voit pas. Mais c'est ça, ouais. Ça aurait été nous. D'autres choses à dire ? Non, moi, écoute, comme la dernière fois, j'avais juste noté un petit mot pour la fin. Alors, j'avais hésité, j'avais pensé à juste dire chez Prix Bas, les prix sont bas. Voilà, comme dans Evil Dead, la phrase de H. Parce que pourquoi pas ? Ouais, tu te rappelles pas dans Evil Dead ? Si, chez Prix Bas, les prix sont bas. Mais aucun rapport, à part que c'est Evil Dead. Du coup, c'était plus un petit mot. T'as vu la série H versus Evil ? J'ai vu une partie de la première saison. J'ai pas poussé plus que ça. C'est une question de temps et de motivation en fait sur les séries. Non, j'ai pas vu. C'était pour. Mais c'était cool en fait. Ça, ce que j'en ai vu, moi, m'a plu. Okay. Voilà. Donc je pense qu'il faudra que je pousse un peu là-dessus. Mais du coup, mon mot de la fin, ça sera plus un petit mot à l'attention de Fede Alvarez, si tu nous écoutes. Ouais. De là où tu es. Pardon, c'est pas ça. C'est probable. Et c'était aussi une phrase de H, parce que pour moi, finalement, Evil Dead, c'est plus H que ce film-là. Où dans le premier,
il dit à l'espèce de démon qui est dans le sous-sol là, pourquoi tu me tortures comme ça? Et c'est ce que j'ai ressenti avec ce film en fait. Pourquoi t'as fait ça, mec? Voilà. C'est stop. J'ai regardé les bonus et il explique qu'ils ont énormément souffert pour le faire et que justement le premier jour de tournage, l'acteur qui joue Ash, sur quoi? Sur le premier Evil Dead? Bruce Campbell, ouais. Bruce Campbell a envoyé un mail à Fede Alvarez lui disant les petits films sont faciles à faire, mais il faut souffrir pour faire un grand film. Et il disait, on a énormément souffert. Et pourtant, c'est pas un grand film. Mais écoute, je sais pas si tu te souviens, mais quand il est sorti, moi j'avais été surpris de voir plein de... alors c'était 2013, donc c'était un peu la grande mode des retours... c'est quand, des remakes et tout ça. Des retours vidéo des films. Il y avait, comment il s'appelle, le fossoyeur de films surtout, qui faisait pas mal de reviews, je cherchais, et qui disait qu'il avait été surpris de trouver ce film vraiment chouette. Et il y a... Enfin, pareil, le film avait eu des bons retours à l'époque. Hein. Ouais, mais peut-être avec le recul. Moi, j'avais pas eu envie de le voir parce que je voulais pas voir un remake d'un Evil Dead. Maintenant que je l'ai fait, c'est fait, mais voilà, comme tu dis, je l'oublierai pas. Je sais pas que je l'oublierai pas, mais il restera pas marqué dans les. Il restera pas dans ma mémoire. Par contre, j'irai voir le second. Le Rise. Evil Dead 2. Je sais pas comment il s'appelle. Rise. Le Rise, ouais, la suite de celui-là en fait. Ouais. Mais qui est sorti récemment. Oui, il est sorti il y a 2 ans ou un truc comme ça. Il est dispo déjà en Blu-ray, tout ça. C'est fou d'avoir mis autant de temps pour sortir une suite. Ouais. Bref, voilà qui conclut notre versus de la semaine. On va clôturer cette émission avec nos fameux coups de cœur, coups de boule. T'as des coups de boule? J'ai pas de coups de boule. En fait, on va arrêter d'appeler cette émission coup de cœur, coup de boule. Parce que je pense qu'on en aura peut-être à un moment donné. Ouais, ça peut arriver. Est-ce que j'en ai un? Non, j'en ai pas. Non, bon. Est-ce que t'as un coup de cœur? Ouais, j'ai un coup de... Mais je vais le faire parce que ça va être plus rapide que toi, parce que comme d'hab, je n'ai pas pris de notes. Désolé. Coup de cœur un double coup de cœur pour... j'ai testé cette semaine le remake, le remaster, c'est jeux vidéo, Oblivion. Ouais. Je suis très 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 client de Elder Scrolls depuis Morrowind. J'avais énormément passé de temps sur Morrowind enfant, un petit peu moins sur Oblivion et beaucoup de temps sur Skyrim. Et donc on nous a annoncé et Shadow Drop. Voilà, et puis on nous l'annonce, le lendemain on nous le publie, Oblivion. Donc évidemment j'ai pété ma tirelire et j'ai rejoué au jeu toute la semaine et c'était assez merveilleux. Et vraiment, il est très beau. Alors mon ordi commence à fatiguer, donc il est temps de le changer. Mais bon, voilà, on verra quand je pourrai. Mais vraiment, c'est un remaster très très bien exécuté par des Français, d'ailleurs. Et donc je suis très content et j'ai hâte d'y retourner. Et dans la même foulée, j'ai testé le fameux jeu qui a défrayé la chronique le mois dernier. Et là, pour le coup, c'est plutôt de très mauvaises critiques. Avowed. Oui. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ouais, Avowed. 1 sur 20 pour rien qu'à cause du nom. Non, ouais. Mais écoute, bon, je n'ai pas vraiment avancé. J'ai commencé un petit peu hier soir et j'ai fait que le prologue. Ouais. C'était très bien. Ouais, le jeu est beau. Ouais, ça m'a fait penser un peu visuellement, justement, à un Skyrim, mais beaucoup plus coloré. C'est la même chose. On est vraiment dans le même style. Les développeurs ont vraiment beaucoup joué à Elder Scrolls, ça se voit, parce qu'on est vraiment dans le même genre de fonctionnalité. Mais très accompagnateur, très friendly. Ouais. Il te prend par la main et il t'amène, vraiment. Je pense que c'est... Enfin, j'ai pas vraiment... vu de critiques, je sais que le film se fait démonter sur la toile par tout le monde. Le jeu. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le film. Le film. Bah ouais, mais plongé dans le noir, c'est des formations professionnelles. Et du coup, je pense que c'est ça. Moi, la plus grosse critique que j'aurais à lui faire, c'est que le jeu est un peu trop facile, nous prend trop par la main pour nous accompagner. Mais quelque part, je n'ai que à peine un peu plus d'1 heure de jeu, donc je n'en sais pas vraiment plus. Bref, voilà, n'hésitez pas. On écoute. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est un énorme coup de cœur et ça va être aussi du jeu vidéo.
Puisque moi, par contre, j'ai pas testé Avowed, j'ai pas testé Oblivion, parce qu'en même temps, il y avait Clair Obscur, Expédition 33 qui est sorti. Ah, alors, Expédition 33 qui vient de faire le méga bad buzz hier ou avant-hier. Parce que utilise beaucoup de IA générative pour ses décors. Ah bon ? Ouais. Ah ouais, il y a beaucoup de décors qui ont été générés par IA et collés tels que, notamment les affiches, parce que ça se passe dans Paris, et des affiches toutes mal générées. Et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux hier, avant-hier. Ça gueule beaucoup. Ah ouais, moi, j'ai mais pas le jeu a vu l'air ça. quand même super cool. Le jeu est une pure pépite. Hmm. Voilà, le jeu c'est une tuerie. C'est des Français qui l'ont fait. Ouais. Un petit studio, donc c'est Sandfall Interactive à Montpellier. Un petit studio français qui a fait des vraiment... gars du Sud. Ouais, c'est ça, c'est des gars du Sud. C'est du RPG tour par tour, un peu à l'ancienne, un peu à la JRPG. Baldur's Gate. Non. Ah, en troisième personne. Non, c'est plus, on est plus sur entre du Final Fantasy, du Persona, vraiment JRPG, pas du CRPG, Baldur's Gate, Fallout et compagnie, vraiment du RPG un peu à l'ancienne, au tour par tour. C'est beau. Les musiques sont à tomber. La BO est une pure merveille. Visuellement, c'est magnifique. Enfin voilà, j'ai strictement rien à redire sur ce jeu. Le gameplay est très cool. Peut-être, allez, si je devais vraiment faire la fine bouche, à un moment donné, peut-être ça devient à peine un petit peu répétitif, mais après c'est du RPG tour par tour, ça l'est forcément à un moment donné. Mais c'est pas grave parce que l'histoire est fabuleuse. Enfin voilà, moi j'en suis, allez, peut-être au tiers, voire la moitié. Et je kiffe en fait, voilà, juste je kiffe. Alors j'avais pas du tout vu ce truc que disait sur le bad buzz, sur les affiches et tout ça. Après très honnêtement, Paris, tu y es pendant 1 heure à tout péter. Donc si les mecs se sont arrêtés là-dessus, jouez au jeu et fermez vos gueules. Voilà. non, clairement, parce que c'est une pure pépite pour moi. On est dans une période où, en termes de RPG, je pense qu'on peut mourir tranquille. Voilà. Ah ouais. On a eu Disco Elysium. Là, les 3-4 dernières années. Voilà. On a eu Disco Elysium en termes de narratif, qui est une pépite. Et puis même visuellement, j'aime beaucoup. Voilà. On a eu Baldur's Gate, qui en termes de CRPG est une pépite. Baldur's Gate, le diptyque, Baldur's Gate 3 et Divinity 2. Moi, j'ai quand même une petite préférence pour Divinity 2. Ouais, après, chacun. Oui, et puis après, c'est l'aboutissement aussi. C'est les mêmes systèmes qui était vraiment énorme. Voilà, après, on a eu les remakes de FF7 pour tout ce qui est RPG japonais, vrai, qui sont très bons aussi. Et maintenant, on a celui-là qui est arrivé. Bon, toi, tu as eu Elder Scrolls qui a refait un petit tour. Elder Scrolls, voilà, je pense qu'en termes de RPG, on peut crever, c'est bon, on peut finir les jeux qu'on a, et puis c'est bon, c'est ciao, on a ce qu'il faut. Enfin, De toute façon, il faut du temps pour les finir. Donc. Ouais, il faut du temps, mais voilà. Enfin, pour moi, celui-là, très clairement, c'est le jeu de l'année. C'est, voilà. Okay. On est en avril, c'est fini, c'est le jeu de l'année. Ok. C'est ciao. En même temps, tu me diras, l'année dernière, au mois de février, j'ai vu Furiosa et j'ai dit c'est le film de l'année, c'est bon. Et je n'ai pas changé d'avis. Ok, bon, voilà. Merci beaucoup Julien pour cette émission. Avec plaisir. Radio Koto, je l'ai déjà dit, je le redis comme ça sera dit sur 97.7 ou 104.5 ou www.radiokoto.com. Et nous, on se retrouve bientôt avec l'équipe complète pour faire une spéciale pape. Et oui. Sur Radio Kato. Voilà, parce qu'il faut coller à l'actu quand même. Allez, merci, bonne journée, bonne soirée, allez au cinéma, allez à Samatan ce soir. Et à bientôt. Ciao.